va commencer sans plus attendre l'émission en interviewant donc Marc-Antoine Doyon, qui est un auteur de jeu, mais également une sommité connue pour Etugame, membre pilier, et pour la création du Flim, première édition qui a eu lieu l'été dernier. Donc, bonjour, monsieur Marc. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Bravo, t'as tout fait ça en one shot. Ben, merci. Même pas de montage, rien. Là. Ouais, ça, c'est ce que les gens voient pas, mais merci, c'est gentil. Incroyable. Pourtant, la sueur dans mes mains là, indique que oui, j'ai quand même une certaine pression. Mais qu'est-ce que tu veux à côté d'une personne comme toi? Déjà, je vais briser la glace en disant, t'es une des personnes qui m'a le plus soutenu dans la création de mon entreprise. Donc, j'ai lancé... L'entreprise existait déjà. J'ai une idée games. Non, moi, je suis embarqué dans le train qui allait à vive allure. Ouf, à vive allure. T'es venu manger des pizzas dans une boutique de jeux alors qu'on se connaissait très peu. Tu m'as même appelé sur Discord. On a pu parler de plein de choses qui m'ont aidé non seulement à structurer l'entreprise, mais à savoir comment approcher les gens. Je suis cool, donc là-dessus, clairement. je te remercie énormément. T'es un ami à avoir, vraiment, pour manger des pizzas. En tout cas, moi, je retiens. Ouais, c'est vrai. Il est juste venu pour les pizzas. Il s'est fait embarquer sans le savoir. Et là, je suis juste venu pour les bonbons. Il y a toujours de la nourriture dans l'histoire. Voilà, tant qu'il y a de la bouffe, il y a de l'espoir. Donc, Marc-Antoine Doyon, donc auteur émérite de 2 jeux qui sont une saga, on peut dire, donc Flashback. Oui, une saga, c'est très drôle. Est-ce qu'on appelle ça une saga? Est-ce qu'il va y avoir un troisième Je sais pas, dans le milieu du jeu de tome, société, on dit-tu des sagas de jeux? Une suite? De suite, un follow-up. Ben, c'est des scènes de Londres, certainement. OK. C'est des jeux que tu peux jouer individuellement. Puis l'idée, c'était vraiment de faire un jeu qui était plus pour les plus jeunes. Puis l'autre d'après, qu'on a sorti 1 an-ish. Après, on s'est dit, ce serait le fun, un jeu pour les un petit peu plus vieux, tu sais. OK. Fait qu'il vieillit un petit peu avec c'est les deux ici. Tu peux les prendre et les montrer, dans le fond. OK, on va voir. Pour ceux qui ne connaissent pas Flashback, parce que le jeu a quand même une bonne notoriété déjà. Ça, c'est les 2 jeux. Donc, c'est ça, jeu d'enquête. Moi, je suis une méga fan de jeux d'enquête. Puis j'étais content d'embarquer dans cette aventure folle pour ma première édition. J'étais vraiment très content. Donc, c'était ta première édition. Oui, exact. C'était pas mon premier projet. Là. J'avais fait comme plein de protos que j'ai présentés à plein de gens, puis plein de trucs qui sont encore sur certains en développement, d'autres qui prennent la poussière dans le fond de mon garde-robe. Puis, mais ça, c'est vraiment le premier jeu qui a été édité. En fait, c'est, je l'ai raconté souvent, là, mais c'est le Scorpion Masqué. Fait que c'est Christian Lemay qui m'a contacté, qui m'a dit... J'ai un auteur, Baptiste, qui nous a contacté pour qui a un prototype de jeu d'enquête adulte. Nous, on aimerait ça l'apporter dans la thématique Zombie Kids, parce que Zombie Kids aussi, c'est... Très populaire dans ce temps-là, ouais. Oui, vraiment. Puis c'est des super bons jeux coop. Fait qu'ils disaient, on veut l'adapter. Fait qu'on cherche quelqu'un qui a une sensibilité des jeux d'enquête, qui aime écrire aussi. J'écris beaucoup. Puis qui serait physiquement à Montréal, parce que Scorpion Masqué, c'est une compagnie québécoise. Puis Baptiste, lui, était en Europe. Fait qu'il était comme, on pense que vous vous entendriez bien. Puis effectivement, le match a été concluant. Vous étiez-vous rencontrés pour justement coproduire ça ou non, pas du tout? On a fait plein de meetings. Tu ris, t'es au courant, toi? Je me suis informé, on peut dire. Mais bon, je vendrai pas le punch tout de suite, donc je vais te laisser raconter quand même. Ben, c'est juste qu'on l'a développé pendant 1 an et demi à peu près, le jeu. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés en présence comme ça, c'est sur... la scène de Cannes du... c'est génial. Ouais. Pour le prix. Quand on a gagné le prix. C'est fou, hein? Je l'avais même pas rencontré au festival. Wow. Parce que c'était un peu... La remise des prix, c'est la première journée aussi. Là, fait qu'on était... Mais on n'a pas fait comme débarquer de l'avion, puis on a fait comme, hey, on se voit, tu sais. On était comme, on va se voir, puis... Sauf qu'on n'a pas pensé qu'on allait se voir sur scène pour la première fois, fait que c'est quand même drôle. Mais à ce moment-là, t'avais quand même d'autres choses de prévues. À ce moment-là aussi, toi, tu y allais pas forcément parce que ton jeu était nominé. Non, pas du tout. Tu y allais à la base pour animer le gala, donc c'était pas vraiment la première chose que tu avais en tête quand tu es sorti, quand tu es arrivé au festival. Tu t'es pas dit, je vais là pour le prix. Tu t'es dit, j'ai un gala à animer, il faut que ça se passe bien. Exact. Puis même pendant le show, tu sais, il y avait les nominations, puis moi, j'étais en train de me changer en coulisses, là.
pour mon prochain numéro. Fait que, on venait de sortir d'une animation. C'était vraiment l'année qu'on avait fait une grosse comédie musicale. Ouais, je me souviens, c'était excellent. Puis on avait des changements de costumes, etc. Puis je pense que, un peu pour me protéger aussi, puisque pour pas être stressé du show et de la remise de prix, j'étais comme, le prix, on verra quand ça arrivera, si ça arrive. Mais toute mon équipe savait que je gagnais, mais pas moi. Fait que l'équipe de Etu-Game sortait de scène, puis ils savaient, OK, Marc-Antoine va gagner là. Puis moi, je me changeais en arrière, puis Raph, il est venu me voir, puis il était comme, hey, c'est parce qu'ils font les nominations, là. Peut-être tu vas gagner. Je suis comme, oui, j'arrive, ce sera pas long. Puis là, je me suis juste comme mis la tête entre les rideaux, tu sais. Puis là, j'ai vu l'écran, l'immense écran avec flashback dessus, puis là, je suis allé sur scène, puis les gens pensaient que c'était un peu une joke, genre, parce qu'il y avait un petit bug technique, je pense. Ouais. Il y avait un décalage. Ça n'avait pas été annoncé. Il y avait l'écran qui annonçait déjà. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment drôle parce que, bien évidemment, avec le type d'humour qu'on fait avec Etu-Game, c'est un peu irrévérencieux et tout. Fait que les gens étaient comme, bon gag. Comme si les animateurs hijack la remise de prix pour dire, non, c'est nous autres qui gagnent, tu sais. Mais c'était pas ça. Excellent, ben ça a fait un bon coup de pub. En plus, ça t'a permis d'aborder la remise du prix avec ton humour puis ta personnalité, j'imagine. Fait que la vie est bien faite, puis c'est quelque chose qui a, je crois, qui a été dépeint par ta façon d'être, là. Ben, c'est sûr qu'on a tout le temps voulu faire un show le fun, là, à Cannes, le temps qu'on était là. Puis on continue d'y aller année après année. Fait que c'est toujours un plaisir. Puis... mais ouais, notre mandat avec la chaîne YouTube, avec Etu-Game, c'est tout le temps d'essayer d'être 50-50 humour et jeu, là, pour vraiment comme essayer d'intégrer le plus de fun possible. Ben, on va reparler d'Etu-Game justement parce que j'aimerais continuer sur le côté autorat parce que c'est surtout pour ça que aujourd'hui je t'invite. Malgré le fait que tu aies plusieurs chapeaux, c'est très impressionnant là, d'avoir un As d'or déjà. Tu as également, donc, pour ton deuxième tome, abordé une thématique qui est plus horreur. Donc, c'est quelque chose que tu explores, mais qui reste accessible au jeune public. Ouais. Et tu as fait la même chose sur un troisième jeu qui est Hantise, qui est une thématique qui pourrait porter à croire que on va le réserver aux adultes. Mais finalement, ça fonctionne extrêmement bien avec les enfants et c'est une expérience à vivre, même en famille ou en grand groupe. Le meilleur public pour Hantise, après, là, ça fait 1 an qu'il est sorti, là. Les retours qu'on a le plus, en tout cas que moi j'ai le plus de mon côté, c'est les jeunes adolescentes. Les jeunes adolescents, les filles, genre, les genres pour remplacer loup-garou, Ouija, on va faire une soirée un peu creepy, genre, fait que... Oui, parce que c'est vraiment une expérience Hantise. Tu le vis de A à Z, puis il faut une prédisposition un peu spéciale quand même. Le jeu est assez nouveau, fait qu'on va en parler. C'est bien d'avoir un grand espace. Pour l'avoir essayé avec un espace plus restreint, ça fonctionnait, mais c'est très agréable quand tu as de l'amplitude, plusieurs pièces, et il faut qu'il fasse noir. Oui. Donc ça, c'est quand même 2 critères vraiment spéciaux pour jouer à un jeu de société, non? Ben oui, mais c'était ça le pari, là. C'était vraiment l'idée de... j'aime vraiment les jeux qui sont des jeux expérience, des jeux jouets aussi. J'aime les jeux qui te font vivre des trucs différents. Donc, tu sais, forcément, ça, c'était une proposition qui me ressemble beaucoup. Puis essentiellement, c'est un jeu de cache-cache dans le noir, là, tu sais. Fait qu'on ferme les lumières, puis on va se cacher. Puis l'idée, à la base, m'est venue... je pense que c'est le 30e anniversaire d'une de mes amies que pour sa fête, elle a fait un cache-cache. Fait qu'elle a fermé les lumières, puis elle était comme « On va se cacher! » Puis j'ai été caché pendant comme 20 minutes dans un garde-robe. J'étais comme « C'est le meilleur moment de ma vie! C'est trop cool! » C'est trop le fun! J'ai comme « Faut vraiment qu'on l'intègre dans un jeu. » Il y a d'autres jeux comme ça qui, tu sais, il y a un loup-garou qui est sorti il y a peut-être 1 an et demi. Il y a eu un Kickstarter, c'est le loup-garou dans la maison, tu fermes les lumières, tu te promènes. Il y a This House is Haunted, qui est un jeu américain qui est un petit peu sur le même format aussi. Okay, fait que c'était pas comme 100% jamais vu, mais c'était extrêmement rare comme expérience. Puis moi, je voulais le répéter. Puis il y a aussi ça, quand tu fais un jeu, là, t'es un peu comme condamné à y jouer pour toujours. Là. Tu vas jouer. Fait que je voulais vraiment... C'est le genre d'expérience que je suis comme, hey, moi, je jouerais à ça toutes les semaines. Puis
Fait que ouais, beaucoup coop, beaucoup thématiques horrifiantes. J'adore les films d'horreur. Puis là, ben beaucoup... tu sais, c'est sûr, là, il y a les 2 flashbacks, mais tu sais, je travaille aussi sur un autre jeu d'enquête en ce moment. Il y a beaucoup... Tu sais, true crime, jeu d'enquête, jeu d'horreur, ça me revient beaucoup. Fait que j'essaye aussi de travailler sur des jeux de cartes avec des animaux puis des légumes. Là, des couleurs. Ouais, exact. Okay. Exact. Parce que ben, c'est aussi... Il y a aussi une part de... Tu sais, oui, c'est un objet artistique. Ouais. Il faut que ce soit un objet qui nous ressemble. Mais c'est aussi un objet culturel puis un objet qu'il faut qu'on vende aux gens. Oui, 100%. Puis c'est un objet de partage. Fait que quand les gens aiment l'expérience, après ça, ils veulent le racheter. Je crois que ça paraît énormément dans les créations que tu fais. C'est atypique. Des nouvelles propositions, tu dis qu'ils sont déjà exploitées ailleurs, mais tu réussis à mettre ton grain là, de personnalité dans chacune des propositions, en tout cas, que tu as fait avec Flashback et Hantise. Moi, j'ai adoré les expériences. J'avais rarement vu ça ailleurs. Merci. Donc, c'est très innovant, je trouve. Puis, c'est une proposition qui mérite, Hantise, surtout là, d'être mis de l'avant. Parce que tu dis que ça fait 1 an qu'il est sorti, mais je crois qu'ici, il était disponible depuis Halloween. Ah oui, t'as raison. Donc, il était disponible en Europe en février de l'année dernière, mais il est sorti, Randolph l'a sorti en octobre cette année. Là. Puis il y avait eu une partie incroyable qui avait été filmée dans un château. Là, je sais pas si toi, tu étais présent à cet événement-là. J'ai pas joué Hantise dans un château, j'ai joué Hantise dans une église, dans une salle d'église. J'ai joué dans une genre de maison de campagne aussi qui était absolument effrayante. OK. Genre de place, t'as pas besoin d'un jeu. T'as déjà pas le goût d'y être. Fait que dans le fond, peur. t'ajoutes Hantise à ça, des gens qui crient, qui tournent sur eux, qui ferment des portes, puis là, t'as le meilleur cocktail pour... Mais c'est un jeu drôle aussi, fondamentalement. Oui, drôle. C'est vraiment comme... On se fait peur, mais on se fait rire aussi beaucoup. Là. C'est aussi un jeu qui est porté par le désir d'improvisation, ou en tout cas d'acting, si tu me permets l'anglicisme, des joueurs. Fait que ça peut fonctionner très bien, ça peut aussi ne pas fonctionner si les joueurs sont comme réticents ou gênés à l'idée de faire des actions spécifiques. Est-ce que, comme je sais que tu es quelqu'un de la scène aussi, donc est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé donc, de mettre ce côté improvisation-là dans le jeu? Ou c'était pas vraiment une volonté? C'est une bonne question parce que tu sais, je pense que Hantise te prend quand même par la main dans le sens que... Mais effectivement, les cartes que moi, personnellement, je préfère d'Hantise, c'est celles qui laissent un petit peu d'interprétation. Tu sais. Il y a une carte que je cite souvent, c'est développe une relation malsaine avec cette carte. C'est genre, tu fais ce que tu veux, genre. Puis, fait que oui, il y a une part d'impro, mais tu sais, si tu te la frottes d'en face ou tu veux la présenter à tout le monde ou si tu la colles contre ton cœur. Oh, faut pas chercher. Je m'excuse. Touche pas ton cœur. Je voulais pas. Donc, tu sais, c'est ça, tu veux te la coller sur toi ou whatever. Tu peux faire ce que tu veux avec. La carte. La carte, oui. Absolument. Mais ceci dit, c'est une bonne question parce que, tu sais, je suis pas nécessairement porté au jeu, tu sais, en tant que joueur ou en tant qu'auteur de jeu. Je suis pas nécessairement porté au jeu, tu sais, au jeu de mime, au jeu où est-ce qu'il faut que tu mettes en scène, tu sais. C'est pas mes cartes préférées dans Top 10 quand tu me dis acte une scène, tu sais. Ça tombe bien, le jeu de la fin, c'est des mimes. Fait que, tu sais, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste c'est pas nécessairement vers ça que je vais naturellement. Mais en même temps, j'ai aussi peur du noir dans le sens. C'est une des raisons pourquoi je trippe sur Hantise, c'est que chez nous, dès que je ferme la lumière pour aller dans ma chambre, je suis comme... Je suis un peu stressé. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense que c'est une thérapie, en fait. OK. Avez-vous peur du noir aussi, vous? Non, mais je comprends la sensation de t'es chez toi, mais quand même avec toute la lumière éteinte, même si tu connais tout, avec les bruits de la rue, la luminosité qui n'est pas celle que tu as choisie, t'es comme... Finalement, bof. Pression, t'as le cœur qui palpite, t'es comme, oh, est-ce que vous avez déjà joué à Hantise? Non, j'ai pas eu la chance, non. OK, on se fait une game. C'est parti, on se cacher. Mais ce sera l'occasion d'y jouer, en tout cas, parce que c'est vraiment un jeu en groupe qui est une proposition super le fun. Même en famille, j'imagine, si vous avez une famille assez game, là, ça peut être quelque chose de très original. Ça garde, ça marque l'esprit. L'idée, c'était vraiment que les gens
voient la boîte, tu sais, en boutique, fassent comme, je sais pas quand est-ce que je vais jouer à ça, mais il me le faut absolument parce que je vais jouer à ça, tu sais. Je crois que c'est une des choses que je t'avais dit et je m'étais trouvé très maladroit en message privé. Je t'avais dit, oui, mais tu sais, c'est pas le jeu que tu joues une fois ou deux, puis tu sais, t'avais dit, bah, ça dépend. Et maintenant que j'y ai joué, c'est un must à avoir pour des événements de groupe. Ben, tu sais, moi, il y a beaucoup de jeux, je sais pas pour vous, mais j'ai quand même, c'est peut-être aussi parce qu'on joue beaucoup, puis on essaye tout le temps des nouveaux, etc. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont dans mon top perso de meilleurs jeux de tous les temps que j'ai très peu la chance de jouer, tu sais. Je revoyais mon top dernièrement avec les Châteaux de Bourgogne, puis, tu sais, Châteaux de Bourgogne, je suis comme, man, j'ai joué pas tant de games, puis ça fait longtemps. Genre, fait que je pense que j'espère que les gens qui ont des jeux qu'ils aiment, ils peuvent y jouer souvent, mais c'est pas tant l'expérience que moi j'ai avec les jeux. Tu sais, même les jeux que j'aime beaucoup, je peux jouer comme... Il va falloir que je joue en ligne, il va falloir que je joue sur BGA ou genre... Parce que trouver du temps aussi des fois avec les horaires des gens avec qui on a envie de jouer. Pour des groupes plus conséquents aussi, je parle pas forcément juste de ce jeu-là, mais trouver, puis jouer en ligne à ce jeu-là, ça se fait moins. Mais ce que je veux dire, c'est que des jeux qu'on aime beaucoup jouer, il suffit que ça se joue à partir de 3 joueurs. Ben, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'aime beaucoup jouer à des jeux de cartes, des jeux de plis, des jeux de levée. Ben, ces jeux-là, c'est plus compliqué quand... là, il y en a qui sont sortis, notamment un qui est sorti en solo, donc au moins, là, je peux m'amuser. Mais sinon, je suis obligé de trouver des partenaires en ligne pour pouvoir m'accompagner parce que les horaires ne fonctionnent pas toujours. Mais je pense quand même que où le jeu de société est rendu aujourd'hui, le parti pris qu'un jeu soit pas forcément... rejouable, ben là il l'est en l'occurrence, mais des jeux comme Unlock, comme Flashback, qui soient pas forcément rejouables ou que tu dois attendre longtemps par exemple avant d'oublier les différentes énigmes. Je pense que c'est moins un penchant négatif. Avant, quand les Unlock sont sortis, c'était le gros point négatif que les gens reprochaient au Unlock. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont décidé de juste le terme anglais, embrace, mais de l'adopter, cette façon-là de faire, parce qu'on l'a ressenti que les auteurs qui faisaient ça, c'était pas juste une volonté de faire un jeu que les gens jouent juste une seule fois puis qu'ils passent à autre chose. Les jeux, tu les joues une seule fois, ils te marquent énormément et tu meurs d'envie qu'il y ait une boîte 2. Au cas où, si vous n'aviez pas compris qu'il y a une suite. Mais ce que je veux dire, c'est que les Unlock font ça aussi. Des gens qui ont adoré jouer à Unlock, il va y avoir une boîte 2, une boîte 3, une boîte 4, là, sont rendus à beaucoup de boîtes. Et il y a énormément de jeux dans ce style-là qui font le parti pris de dire notre jeu n'est pas rejouable. Par contre, vous allez avoir une expérience incroyable quand vous allez jouer. Ça va vous marquer. Oui, exactement. Puis il y a des jeux. Vous allez vendre aux autres après à cause de l'expérience. Un jeu, moi, auquel je compare un peu Antise puis qui rejoint exactement ça, c'est Alice is Missing, qui est une expérience hors du commun. J'y ai joué une fois, mais c'est dans mon top 3 des jeux à vie qui m'a marqué. Donc, on va continuer donc un petit peu sur ta vie. J'aimerais aussi que tu parles un peu de Etugame. Est-ce que Etugame, c'est un projet donc que tu as initié? Puis est-ce que c'est un projet aussi qui t'a permis d'être reconnu en tant qu'auteur après par rapport à la notoriété que ça t'a amené? C'est une bonne question. Ben, c'est pas moi qui ai fondé Etugame, c'est vraiment Raph, Pierre-Louis et Ben. Etugame, c'est une chaîne YouTube à la base de jeux de société. Puis là, ça fait 10 ans qu'on roule, qu'on produit entre 3 et 6 vidéos par semaine. Vous êtes bons les gars, vous gardez le rythme. On dit salut aux boys d'ailleurs. Puis dans le fond, on a aussi, il y a quelques années, ouvert une chaîne jeux de rôle. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, c'est ça, le penchant jeux de société, jeux de rôle. Ouais, tu sais, c'est un projet. Si je me projette il y a 10 ans, tu sais, moi je faisais beaucoup de vidéos corporatives. Je commençais tranquillement à m'intéresser tu sais, c'était les premiers Randolph aussi. Fait que je commençais un peu à m'intéresser aux jeux de société j'ai envie de dire outre Catan puis King of Tokyo, mais je les aimais pas tant ces jeux-là. Fait que tu sais, j'y jouais, mais c'était un peu comme... L'effet de masse, là. Ouais, c'est ça. C'était on va jouer à ça ou on va boire un drink ou je vends n'importe quoi d'autre, là. Tu sais, j'étais pas comme « Yeah, on joue à un jeu ». Puis, mais c'est quand j'ai compris que le jeu de société, justement, il y avait des auteurs de jeux, des autrices, des illustrateurs et illustratrices qui
qui avaient vraiment comme des œuvres, puis des gens que, ben, si t'aimes un jeu de Bruno Catala, ben, tu peux jouer aux autres, puis tu vas sûrement trouver des trucs, des trucs qui ressemblent un peu. On parlait de Paolo Mori tout à l'heure, tu peux faire comme « Wow, j'aime vraiment ce qu'il fait », tu peux regarder, tu sais. Moi, j'aime beaucoup Friedman Freeze, Wolfgang Warsch, pour ne nommer que cela. C'est maintenant que tu parles d'un auteur allemand inconnu. Oui, vas-y. J'ai pas préparé, il m'avait promis qu'on n'en parlerait pas. Puis, mais ouais, c'est ça, c'est de faire comme, oh, OK, il y a comme une faune et une flore là, à explorer. Fait que là, le geek en moi a émergé à ce moment-là. Et j'avais des amis comédiens et créateurs de vidéos, producteurs de vidéos, avec qui je travaillais un peu on the side. On faisait quelques projets ensemble. On avait fait quelques projets ensemble qui ont lancé la chaîne YouTube. Yep. Et moi, je regardais la chaîne YouTube de loin, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça. Tu sais, je regardais aussi beaucoup d'autres créateurs de contenu sur YouTube, puis j'étais comme, j'aimerais ça, faire ce genre de contenu-là avec ces personnes-là. Fait que je me suis un peu imposé. C'était l'émergence beaucoup à ce moment-là. Là. Vous étiez peut-être pas forcément Etu-Game en tant que tel, mais ils font partie des premiers, en tout cas au Québec, à avoir représenté le milieu ludique en ligne. Donc c'était comme le moment d'embarquer dans le train, je pense, puis ça leur a permis de s'installer au fil des années, puis ils font du contenu, ben, vous faites du contenu très qualitatif aussi, donc ça permet d'avoir toujours une communauté qui continue de vous suivre année après année, mais ils ont fait partie vraiment des pionniers là, qui ont installé le contenu vidéoludique sur YouTube dans les premières années. Ben l'idée, c'était vraiment de, tu sais, nous, on était très consommateurs de tabletop. Quand t'es comme, ah, ils font un tabletop Québec, ce serait trop cool. Puis on s'est rendu compte que c'était très compliqué à faire. Fait qu'on on a regardé un peu c'était quoi les autres options. Puis moi, un des trucs que je voulais très tôt dans la chaîne, j'étais comme, je connais les gars, j'aime les gars, je sais qu'ils ont des personnalités qui leur est propre. Ouais. J'aimerais avoir des critiques puis des vraies opinions de chacun d'entre eux qui me disent, ça, j'ai aimé ça. Ah, moi, j'ai pas aimé ça. Pourquoi t'as aimé ça? Nanana. Puis ça, en tout cas, moi, j'avais jamais vraiment vu ça, des discussions, tu sais, autour des jeux. Puis fait que ça, j'ai intégré ça un peu. Puis évidemment, comme la touche très YouTube, là, avec des montages niaiseux, puis des jokes, puis tu sais, parce que méga qui fan vous de ressemble aussi, là. Qui vous ressemble, en fait, vous n'êtes pas forcé à faire ça. Je pense que vous êtes juste permis de le faire. Mais c'est quelque chose qui vous ressemble, puis on l'a vu dans votre animation aussi au Festival du jeu de Cannes. Ben, puis même avant ça, récemment, vous avez ressorti une vidéo qui... vous repreniez les anciennes vidéos de la chaîne. C'était très, très drôle. Puis c'était beaucoup plus sketché, écrit, des costumes, une mise en scène. Puis c'était une approche qui était vraiment personnelle à vous. Mais ça, on va en faire plus, là, pour les gens qui s'ennuient des sketchs et des niaiseries. Tout le monde s'ennuie de ça. C'est sûr qu'on en fait encore un peu. Je trouve que la soupape créative à ce niveau-là, en ce moment, c'est genre TikTok, Instagram, là, c'est nos shorts. On se permet d'en faire plus, mais faire des critiques, c'est beaucoup de travail. C'est sûr que tout ce qui est vidéo, vidéo règles, puis vidéo où est-ce qu'on joue à des jeux devant la caméra, c'est des vidéos qui sont commanditées. Fait que c'est sûr qu'on on tangue vers là tranquillement. Donc mais les parties intimes, exact, tout ça, OK. Exact. Puis les vidéos en solo aussi, puis des vidéos. Mais tout ce qui est des vidéos, les tops, par exemple, ou les tops du mois, les trucs comme ça, ça, c'est pas commandité directement. OK. C'est des tops du cœur pour vrai. Oui, exact. OK. D'ailleurs, on a décidé de splitter là, la vidéo. Dernièrement, c'était des longues vidéos, là, genre d'1h15 et 20 des fois. Puis on a décidé de faire comme, OK, on va faire une plus courte vidéo où est-ce que c'est vraiment nos coups de cœur. OK. Fait que genre les 4-5 jeux qu'on a joués ce mois-ci, qu'on est comme ça, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Puis le reste, c'est plus un melting pot, souvent des jeux qu'on a beaucoup aimés aussi, mais des autres trucs. J'aimerais rebondir avec Marion là-dessus. Est-ce que toi, par rapport à la chaîne donc d'explication de règles que tu considères Etu-Game comme un adversaire ou en tout cas... ou plutôt tu t'en inspires pour les bons, les moins bons coups. Comment tu les considères, mettons, par rapport à ta chaîne? C'est une question très compliquée parce que je les considère comme des amis, les êtres humains. Et non, j'ai pas l'impression d'être en compétition parce que je suis sur un credo qui est complètement différent. Donc je n'ai pas l'impression d'empiéter sur leur plate-bande et ils n'empiètent pas sur les miens. Puis même les autres créateurs de contenu qui font la même chose que moi, je les considère pas comme des adversaires vraiment. Mais moi je profite des contenus que j'aime pour rigoler. Là. Maintenant, j'ose plus
dire Fairy Ring, Toy Battle à cause de Marc-Antoine. Voilà, à chaque fois que je vois Fairy Ring, je fais Fairy Ring. Ok. Voilà, c'est les seuls complexes que ça me crée. Mais non, sinon, non, absolument pas. En plus, j'ai déjà participé aussi à des contenus avec eux. C'est plus un plaisir qu'autre chose. En vrai. C'est pas... Non, je crois que le milieu du jeu est vraiment comme ça pour la plupart des gens qui y sont. Là, on se voit plutôt comme des collègues que des adversaires parce qu'on fait sensiblement la même chose, même si votre proposition est très différente. Là, mais même si on faisait exactement la même chose, moi, je considérerais personne qui crée du contenu sur les jeux comme de la compétition parce que, je veux dire, en tout cas, moi, mon objectif, c'est de mettre les jeux de l'avant. Fait que si on est 20 chaînes à mettre le même jeu 20 fois de l'avant, de la même manière, c'est juste tentaculaire, tu sais. C'est juste comme good, on parle des jeux, tu sais, puis c'est pas nécessairement la même personne, le même public. Puis si c'est le même public, ben le public choisira ou regardera toutes les vidéos, puis... Ils choisiront ce qui leur convient le mieux. Puis est-ce que Etugame, on en vit? Est-ce que la charge de travail est proportionnelle aux revenus que ça vient? Puis est-ce que la part que prend les commandites dans la chaîne a pris un peu la direction artistique de la chaîne? Ben, c'est une full bonne question. On est quand même une grosse équipe là, avec Etugame. Il y a, pour pas toutes les nommer, là, il y a Raphaël, David, moi, Pierre-Louis, Benjamin, Karianne, Anne-Catherine des fois. Là, il faut toutes les nommer. Faut pas en oublier, c'est ça, maintenant je suis en train que de toutes c'est les nommer. Mais ouais, il y a Jay, Simone, etc. Fait qu'on est une grosse équipe. Le core de production, réalisation, écriture, c'est les 3-4 personnes qui travaillent pour Etugame de manière presque à temps plein. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, c'est mon projet principal, Etugame. OK. Je suis pas riche du tout, mais ça équivaut à peu près au nombre de projets que je faisais avant qui étaient des vidéos corporatives. Ben là, je fais juste plus de vidéos corpo, je fais des vidéos pour Etugame. C'est juste que là, finalement, des vidéos corpo pour un sujet qui me plaît encore plus, qui est le jeu de société, le jeu de rôle. Ce qu'on se rend compte avec Etugame, c'est que... Puis, en fait, avant de parler de ça, les autres personnes dans l'équipe, c'est du temps très partiel. Okay. Fait que les personnes qui viennent jouer dans les vidéos, ben, ils viennent filmer une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ils ont d'autres jobs dans la vie, puis ils s'en sortent très bien. Puis ils ont chacune leur projet qui n'est pas nécessairement lié avec le jeu de société. Puis, mais effectivement, ça m'a permis de faire des contacts avec les compagnies de jeux, de consommer beaucoup de jeux de société, ce qui fait en sorte que j'ai une envie d'en créer aussi. Fait que, tu sais, cette genre de vitrine-là, c'est sûr que ça m'aide en tant qu'auteur parce que, ben, tu sais, je teste des trucs. Des fois, je joue à des gros jeux, puis je suis comme, j'ai vraiment pas aimé ça, mais cette petite affaire-là est vraiment cool. Ouais. Qu'est-ce que ça ferait si c'était un jeu au complet? Puis là, ben, je pars, puis je fais un proto, puis, tu sais, fait que ouais, c'est sûr que Etugame m'aide beaucoup. Puis éventuellement, ça nous a motivés à me lancer un OBNL, puis faire un festival. Fait que ça aussi, c'est un autre projet. Mais ça, en ce moment, c'est notre 2e édition, puis c'est un projet comme 100% bénévole pour moi. Fait que, à part du plaisir, ça fait pas grand-chose. Ouais, ben c'était très plaisant pour rebondir là-dessus. C'est une très belle transition que tu m'offres là. Merci beaucoup. Wow. Parce que, oui, j'aimerais parler avec toi encore plus longtemps, mais on va enchaîner sur le FLIM. Gros projet que tu as parti l'an passé. Tu viens de le dire, c'est un OBNL, c'est un festival ludique, mais qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est très peu ou voire pas du tout exploité ici au Québec. Et tu t'es inspiré un petit peu du Flip. Oui, appartenait. Donc, vous êtes cousin de festival? Genre, oui. OK. Oui, ben tu sais, c'est ça. Ça, c'est une des opportunités. Tu sais, en allant au FIJ à Cannes, au Festival international des Jeux de Cannes, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont Étienne, qui est le grand Manitou derrière le Flip, appartenait. Okay. Je suis allé il y a plusieurs années. Je pense que là, ça fait 6 ans que je suis allé la première fois. Et ça a été un coup de cœur monumental. C'est 2 semaines de jeux de société en extérieur.
c'est vraiment une expérience à vivre dans sa vie. C'était complètement fou. Puis là, ben, avec la team d'Etu-Game, on était comme, OK, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi qu'on a envie de faire? Puis moi, j'ai dit, ben, j'aimerais ça faire une étude de marché, voir si un festival comme le Flip, une genre de petite étincelle du Flip pourrait intéresser les gens à Montréal. Puis tout ça est dans la grande naïveté de, tu sais, j'ai jamais fait d'événement, j'ai même, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est quoi, là, lancer des projets? Là? On est dans un de tes projets en ce moment, mais tu sais, des fois, tu pars, puis là, t'es comme, j'ai-tu le temps de faire un festival? Ben non, j'ai pas le temps de faire un festival. J'ai-tu l'énergie? J'ai pas l'énergie. Ça va coûter, genre, super cher. On peut pas faire ça. Puis là, te réveilles la nuit pour prendre des notes sur comment les chapiteaux vont être placés, genre. Là, t'es comme, OK, j'ai comme pas le choix de le faire, là. Fait que Mais ça a été vraiment long, puis je pense que c'est un des projets dans ma vie qui a été le plus long en pré-prod. Okay. J'ai vraiment fait comme 1 an et demi de recherche et développement, de formation avec le CESIM, qui m'a aidé à monter notre plan d'affaires, vraiment. Je suis retourné à l'école, là, quasiment, d'apprendre comment faire un OBNL d'économie sociale, à quoi ça servait, puis c'est quoi les valeurs derrière, puis c'est quoi les... Tu sais, est-ce que ça vient vraiment porter? Puis à chaque fois, c'est se reposer la question, c'est pourquoi on fera un événement, tu sais, puis... Où on veut amener ça. Où on veut amener ça, puis comment l'amener. Puis là, ben, tu parles à des gens, puis tu sais, je savais que les gens dans le milieu du jeu allaient déjà être intéressés. Ah oui. Tu leur dis, hey, on fait ça. Les gens sont comme, ben oui, on va être là. Mais de parler à des gens chez Desjardins qui sont gamers. Genre, tu ouvres un compte chez Desjardins, puis le gars il dit, ah, ça va être quand le festival? Ou tu fais des recherches pour de la comptabilité, puis là, il y a le comptable à qui j'ai parlé, il était comme, ben là, c'est sûr que je vais être là, est-ce qu'on peut investir dans le projet? Non. J'étais comme, ben voyons. Genre, tout le monde joue, là. C'est genre, je savais déjà que dans ma bulle de gamers, c'était des gamers, mais à l'extérieur, il y a énormément de joueuses. Fait que ça, j'étais vraiment content de le découvrir pendant 1 an et demi. Puis souvent, tu sais, c'est ça, quand je parlais du projet aux gens, ben les gens étaient comme « Ah, moi, j'ai croisé quelqu'un la semaine passée, il fait des animations de jeux de rôle, je vais te mettre en contact avec. » Fait que ça a vraiment comme gonflé les connaissances qu'on avait déjà, tu sais. Le jeu se démocratise énormément, puis là, c'était une volonté parce que c'était sur une rue passante. Donc, ça a eu cette force d'attirer des gens qui ne venaient pas nécessairement pour jouer à des jeux de société, puis qui finalement étaient intéressés. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire un tour, puis... On a eu 43 000 passants pour la première édition. Wow. C'était un franc succès, puis je me souviens, j'avais mon kiosque là pour J'ai une idée Games. On présentait Trigger Warning pour la première fois. J'avais jamais fait de festival de jeux encore. C'était exigeant, le nombre de gens, de passages qu'il y a eu, de gens intéressés qui n'avaient jamais joué à des jeux, mais qui venaient s'asseoir et y jouaient. C'était impressionnant. Premier salon, j'avais, je crois, 3 ou 4 tables. Ils étaient remplis la plupart du temps. Heureusement, j'ai eu des bons amis qui sont venus m'aider. Je les remercie encore parce que sinon, j'aurais été lynché. Et le samedi, il y avait eu aussi comme du smog à cause des feux de forêt. Donc, c'était super exigeant. Je me souviens de toi le dimanche, à la fin, quand il se mettait à faire noir. T'étais décomposé de fatigue. Mais c'était un franc succès. Mais heureux, vraiment, vraiment. Tu sais. Puis je pense que je suis encore un peu sur ce nuage-là du succès de la première édition parce qu'on est sorti de là. Tu sais, c'est ça, on s'attendait à... Moi, je me suis dit, si on a 5000 personnes, là, on est déjà comme dans les gros événements pour une première édition, tu sais. Puis moi, j'ai parlé évidemment à toutes les personnes qui ont des événements au Québec, puis j'étais comme, à combien de personnes on peut s'attendre? Mais quand on a développé notre partenariat avec la Société de développement commercial de l'arrondissement du quartier Latin, en fait, eux nous ont dit, non, mais tu vas avoir plus que 5000 personnes. Puis j'étais comme, on verra. Je veux pas être déçu. On verra. Puis on le savait pas. Puis j'ai revu le pitch deck il y a 2 semaines, puis c'était ça disait, on attend entre 4000 et 5000 personnes. Puis quand, à la fin de la première journée, ils ont dit « Ah, ben votre total de la journée 1, c'est 19 000 », j'étais comme « Wow! » Donc ça a confirmé une 2e édition cette année. Absolument. Cool. Donc, dernière fin de semaine de juillet, 24, 25, 26 juillet, toujours sur la place Pasteur, dans le quartier latin. Tu sors du métro Berry-UQAM, puis t'es devant la façade d'église, puis t'es dans le jeu. Oui, ça, pour le transport en commun, c'était fantastique. Vraiment, l'emplacement était génial. Donc, je vous conseille à tous d'aller cette année, si vous n'êtes pas allé à la dernière édition au FLIM.
des festivals les plus stimulants et vivants là, auxquels j'ai pu assister dans ma première année d'éditeur. Fait que félicitations. Merci d'avoir été là, en tout cas. C'était un très grand plaisir. C'était ma première, puis ta première en même temps. C'était un peu notre blague, donc Puis là, t'es encore là pour la première de l'émission jeudi par Julie des Games. Donc finalement, là, je vais te pitcher quelques questions. Je vais pas aller dans mes notes, mais c'est des questions par lesquelles tu dois répondre le plus vite possible. On va conclure, mettons, ta petite capsule par ça. Habituellement, il y aurait eu les bonbons épicés. Tu aurais dû prendre un bonbon si tu veux pas répondre. Donc là, comme ils sont pas là, tu es obligé de répondre. Donc, qui travaille le mieux chez Etugame? Le mieux, David. OK, parfait. Quel des 3 jeux que tu as fait est, selon toi, ta plus grande réussite? Antise. Antise? Ouais. Ton éditeur de jeu préféré? Attention à ta réponse. Ouais, il n'existe plus. C'est Lumberjack. OK. Non, ils ont changé de nom. Mais je sais pas s'ils vont continuer à faire des bons jeux. Ouais. C'est juste un branding, tant qu'à moi, non? Peut-être. OK. Ta personnalité ludique qui t'a le plus inspiré? Oh, c'est difficile. Ben, c'est sûr que Antoine Boza, j'aime beaucoup Antoine. Sinon, j'ai nommé Freeman Freeze tantôt aussi. Grande inspiration. OK. Mais ouais. La personne avec qui t'aimes le moins jouer? Ma mère, parce qu'elle gagne tout le temps. OK. Bonne réponse. C'est très drôle, la mienne aussi gagne tout le temps, même à mes protos. Mais ma mère, elle veut. Elle aime jouer, mais tout le temps comme OK, on va apprendre des nouvelles règles. Je comprends rien, je vais apprendre en jouant. Non. Puis elle nous bat tout le temps. OK, parfait. C'est ce qui conclut les questions épicées, on va dire. On va rester là-dessus pour l'instant. Ça va me permettre d'enchaîner également avec la deuxième capsule. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions épicées, d'avoir parlé un peu de ta vie, de ton parcours. Tu peux maintenant quitter